Le bâtiment de 374 mètres fut construit en longueur pour y tresser des cordes d'un seul tenant. La corderie royale était une pièce maîtresse de l'arsenal édifié à Rochefort vers la fin du XVIIe siècle. La ville rayonnait aussi pour son école de médecine, greffée dans l'ancien hôpital de la Marine. Et ville de garnison oblige, il est aligné au cordeau sur l'ancien casernement. À Rochefort, tout est carré, sauf ses bassins, où foisonnaient des milliers d'ouvriers chevillés à la construction des fleurons de la flotte française. Ils ont été creusés au bord de la Charente, logique, tout comme l'idée d'embusquer l'arsenal dans un méandre du fleuve pour dissuader tout débarquement ennemi. Notre plan de vol suit la ligne défensive dite ceinture de fer. Elle bouclait la rade de Rochefort en passant par l'île d'Aix, l'île d'Oléron, puis traversait la Seudre jusqu'à notre port d'attache. Fort Lupin, sur la rive gauche, cadenassait un dispositif complété à l'entrée de la Charente par la forteresse de Fouras, point de départ de la fameuse ceinture de fer. Au large, le fort d'Enette montait la garde. Et en première ligne, la citadelle de l'île d'Aix se souvient d'une dérouillée mémorable, rasée par les Anglais avant d'être fortifiée par les aigles de Napoléon. Hasard de l'histoire, l'île d'Aix fut le dernier refuge de l'empereur avant l'exil. À présent, suivez le guide. En ligne de mire, se profile la Bastille la plus populaire de l'océan Atlantique. La construction de Fort Boyard est décidée à une époque où les canons postés sur les îles n'atteignent pas encore les navires ennemis. Mais Fort Boyard ne fut achevé qu'après 65 longues années, plus de temps qu'il en faut pour faire progresser l'artillerie et augmenter la portée des canons. Résultat, devenant inutile, Boyard servit de prison à 15 malheureux détenus avant de céder au feu de la rampe. L'île d'Oléron ferme la rade de Rochefort au sud. Le château d'Oléron était le dernier maillon de la ceinture de fer que verrouille Fort-Louvois. Il est de tous sûrement le plus enjôleur. Sa cote auprès des touristes l'atteste. Et comble pour le bastion, à marée basse, sa petite digue est littéralement prise d'assaut. Un siècle après, et quelques kilomètres plus loin, les parcs ostréicoles de Marennes-Oléron doivent tant à Napoléon III. S'il n'a pas le génie militaire de son oncle, par ici, Feu l'Empereur est un héros. C'est lui qui décide la mise en culture d'huîtres sur les marais de la Seudre. Le fleuve croise le chenal de la Tremblade, premier port ostréicole de France, et sûrement le plus pittoresque. Thierry Proust, qui en a une connaissance livresque, ne le dément pas. Ce qui est un peu unique ici, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cabanes qui étaient pratiquement abandonnées et qui ont été reprises par des non-ostréiculteurs et qui ont eu à cœur de les réparer, de les repeindre, de les entretenir. Elles sont toutes comme à l'ancienne. Tu vois les petites fenêtres par exemple qui sont tout à fait caractéristiques des cabanes ostréicoles. Tu as les couleurs. Alors avant, pourquoi c'était des couleurs des fois qui étaient un peu surprenantes? C'était des fonds de peinture qui servaient pour les bateaux ostréicoles. Donc on utilisait la même peinture pour son bateau que pour sa cabane. Donc ça donne des cabanes vertes, des cabanes jaunes, des cabanes rouges, des cabanes bleues. Il faut bien l'avouer, notre guide n'est pas tout à fait inconnu de l'équipe de Thalassa. Le Galatée, Thierry, il a une histoire, ce bateau. Ah il y a une vieille histoire, oui. Oui, le Galatée, il a été fait à côté, là. On voit encore un bout de tôle du chantier, là, en 76-77. Et depuis, il s'est baladé entre le cercle polaire et puis le nord de l'Afrique.
On a fait le premier Thalassa avec, je me souviens, c'était en 78. Bah donc ça, c'est un monument historique presque. C'est une VHS de 78. Et là, donc, on devrait voir Georges Pernou avec quelques années de moins, voilà, habillé à la mode de l'époque. Nous avons une maquette devant nous, c'est tout un programme, on peut le dire, c'est Galatée. C'est très émouvant parce que ça me rappelle plein de souvenirs entre le présent, qui est là, juste derrière, et puis cette vieille cassette qui a maintenant plus de 30 ans. En mémoire de cette époque, Thierry Proust a baptisé son bateau comme la maison sous-marine présentée par Georges Pernou, Galatée. De l'autre côté de la Seudre, Marraine est un peu la marraine des huîtres produites ici. Presque toutes se prénomment comme elle. Marraine, Oléron, appellation contrôlée. À Brouage, la spécialité, c'était le sel. Mais le plus exceptionnel est qu'au Moyen-Âge, la mer léchait les remparts de la cité. Elle s'est depuis retirée de plus de 5 km. Aussi, fallut-il creuser un canal pour atteindre la Charente. Arrivé là, pour rejoindre Rochefort, un conseil, choisissez le pont transbordeur. Il fut inauguré en 1900. Voici, à peu de choses près, comment s'était déroulée la cérémonie. Qu'est-ce qu'on attend là? Monsieur le maire, Monsieur le maire. pour l'inauguration. Et le pont est inauguré. Bonne traversée alors. Merci. Monsieur. Il met un temps fou aujourd'hui à traverser ce pont. Alors aujourd'hui, il met 4 minutes 30 pour traverser. À l'époque, bien évidemment, c'était le seul moyen de franchir la Charente. Donc les traversées se faisaient en 75 secondes. À l'époque, on montait sur la nacelle, vous aviez des bœufs, des chevaux, des vélos, donc il va falloir aller pouvoir... Non, la nacelle a toujours resté à niveau. Elle se déplace linéairement au-dessus de la Charente, grâce à des rails que vous avez tout là-haut, au chariot. D'un côté, vous avez la ville de Rochefort, de l'autre côté, la ville d'Échillais. Et à l'époque, on changeait aussi de province, on quittait l'Aunis pour arriver en Saintonge. Mais que ces touristes se rassurent, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Les deux anciennes provinces forment désormais le seul et même département de la Charente-Maritime.